Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, 300 milliards de dollars des réserves de la Banque centrale russe ont été gelés par les pays du G7. Et si un pays avait des centaines de milliards de dollars placés à l'étranger, visibles sur les écrans financiers, prenant de la valeur en silence, mais devenant soudainement impossibles à utiliser? Aucun coffre-fort n'a été forcé. Aucun navire n'a été saisi. L'argent s'est simplement retrouvé gelé. Et le monde entier a regardé. L'argent qui s'est figé sans jamais bouger. Après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022, les gouvernements occidentaux ont réagi rapidement. Ils ont imposé des sanctions aux réserves de la Banque centrale russe détenues à l'étranger. Selon plusieurs rapports, environ 300 milliards de dollars d'actifs russes ont été immobilisés hors de Russie. L'aspect le plus étrange, c'est que cet argent n'a pas disparu. Il n'a pas été volé, détruit ni physiquement confisqué. Il est resté dans des banques, des obligations, des comptes et diverses institutions financières. Mais la Russie ne pouvait plus le déplacer librement, le dépenser ou l'utiliser pour protéger son économie. C'est ce qui rend cette histoire si inhabituelle. L'argent était toujours là, mais l'accès à celui-ci avait été coupé. Il s'est retrouvé piégé au sein du système financier mondial. Et soudainement, la notion même de puissance financière a changé. Pourquoi la richesse de la Russie se trouvait à l'étranger? À première vue, cela peut sembler étrange. Pourquoi un pays conserverait-il une si grande partie de sa richesse en dehors de ses propres frontières? Pourtant, pour les banques centrales, c'est une pratique tout à fait normale. Les pays détiennent des devises étrangères, des obligations d'État, de l'or et d'autres actifs liquides afin de pouvoir commercer, rembourser leurs dettes, défendre leur monnaie et résister aux chocs financiers. Avant la guerre, la Russie avait constitué un important système de réserve. Une partie de cette richesse était liée à de grandes devises internationales et à des institutions financières étrangères, car ces actifs étaient plus faciles à utiliser sur les marchés mondiaux. En période de stabilité, cette organisation rendait l'argent plus flexible. Il pouvait être mobilisé rapidement, soutenir le rouble et aider l'État en cas de crise. Mais lorsque les sanctions sont tombées, ce même système est devenu une faiblesse. Cet argent était précieux parce qu'il était connecté au reste du monde. Puis cette connexion s'est transformée en piège. Le coffre-fort n'était pas un coffre-fort. Lorsque les gens entendent le mot « coffre-fort », ils imaginent des portes d'acier, des gardes, des caméras et des piles de billets. Mais l'histoire de ces 300 milliards de dollars ne concerne pas un coffre-fort physique. Aujourd'hui, une grande partie de la richesse souveraine existe sous forme de créances numériques, d'obligations, de dépôts et de titres financiers. Ces actifs circulent par l'intermédiaire de dépositaires, de systèmes de compensation et d'institutions financières. En termes simples, l'argent vit à l'intérieur d'un réseau. Une part importante des réserves russes gelées est liée à l'Europe, notamment à des infrastructures financières comme Euroclear en Belgique. Ce détail est important car il montre à quel point l'argent des États dépend d'intermédiaires de confiance. Ainsi, lorsque les sanctions ont été mises en place, il n'a pas été nécessaire de détruire l'argent. Il a simplement suffi d'en bloquer l'accès. Le coffre-fort n'était pas fait de métal. Il était constitué de règles, d'autorisations et de décisions politiques. Pourquoi personne ne se contente de le prendre? C'est ici que l'histoire se complique. Si cet argent est gelé, pourquoi ne pas simplement le saisir et le remettre à l'Ukraine? À première vue, cela paraît simple. La Russie a causé des destructions considérables en Ukraine. L'Ukraine a besoin de soutien. Et des centaines de milliards de dollars se trouvent déjà hors de portée de Moscou. Mais les réserves d'une banque centrale ne sont pas de l'argent privé ordinaire. Elles appartiennent à un État souverain. Cela crée une véritable barrière juridique autour de ces actifs. Saisir directement les réserves principales pourrait soulever de sérieuses questions concernant l'immunité souveraine, les droits de propriété et la confiance dans le système financier international. C'est pourquoi les gouvernements occidentaux avancent avec prudence. S'ils s'approprient ces fonds de manière trop agressive, d'autres pays pourraient commencer à se demander si leurs propres réserves sont réellement en sécurité à l'étranger.
Mais s'il les laisse geler indéfiniment, cet argent devient le symbole d'une sanction sans issue clairement définie. Ainsi, ces 300 milliards de dollars restent bloqués dans une zone grise, puissant, visible et juridiquement très difficile à toucher. La solution de contournement: utiliser les bénéfices. Puisqu'il est juridiquement difficile de s'emparer du montant principal, les dirigeants occidentaux ont cherché une autre voie. Au lieu de saisir directement les 300 milliards de dollars, ils se sont concentrés sur les revenus générés par ces actifs gelés. C'est sur cette idée qu'a été élaboré un plan du G7, un programme de prêt d'environ 50 milliards de dollars destiné à l'Ukraine, garanti par les revenus futurs provenant des actifs souverains russes immobilisés. En termes simples, le capital principal reste bloqué, mais la valeur supplémentaire qu'il génère peut être utilisée pour aider l'Ukraine. C'est une manœuvre financière assez singulière. L'argent lui-même reste derrière une vitre, intouché. En revanche, les bénéfices qu'il produit deviennent exploitables. Ils peuvent soutenir l'économie ukrainienne, répondre à ses besoins de défense et contribuer à sa future reconstruction. C'est pourquoi ces réserves gelées ne sont plus seulement des actifs bloqués. Elles sont devenues un véritable outil financier, pas totalement saisi, mais plus tout à fait silencieuse non plus. Le problème de la confiance. Mais chaque solution de contournement a son revers. Si les réserves de la banque centrale d'un pays peuvent être gelées à l'étranger, d'autres gouvernements se poseront discrètement la même question. Cela pourrait-il nous arriver aussi? Pendant des décennies, de nombreux pays ont considéré les systèmes financiers occidentaux comme l'endroit le plus sûr pour conserver leurs réserves. Ces systèmes étaient liquides, fiables et reconnus dans le monde entier. Mais le gel des avoirs russes a révélé une réalité importante. L'accès au système financier peut changer lorsque la politique se transforme en crise. Cela ne signifie pas que les pays vont soudainement cesser d'utiliser le dollar, l'euro ou les institutions financières occidentales. Le système reste trop vaste et trop utile pour être remplacé du jour au lendemain. Mais la confiance pourrait évoluer progressivement. Certains pays pourraient répartir leurs réserves avec davantage de prudence. D'autres pourraient que chercher des solutions de secours. Et beaucoup réfléchiront peut-être à 2 fois avant de placer tout leur filet de sécurité à l'intérieur du système d'un autre pays. L'argent qui attend en silence. Et c'est là que l'histoire revient à l'image étrange qui se trouve en son cœur. Une immense fortune est immobilisée au sein du système financier, visible mais inaccessible. Elle n'est plus utilisée comme de l'argent ordinaire. Elle n'est pas traitée comme une propriété classique, et pourtant, elle n'est pas non plus oubliée. C'est précisément ce qui rend ces 300 milliards de dollars si puissants. Ils ne sont plus de simples réserves financières. Ils sont devenus un levier dans une guerre, un test juridique pour les gouvernements et un avertissement sur l'avenir de la finance. Pour la Russie, c'est un bouclier gelé. Pour l'Ukraine, c'est une source potentielle de soutien. Pour le reste du monde, c'est une leçon sur le véritable fonctionnement de l'argent à l'ère moderne. Aujourd'hui, l'argent ne dépend pas seulement de la propriété. Il dépend aussi de l'accès, de la confiance et des règles du système qui le détient. Alors, la prochaine fois que quelqu'un affirme que l'argent est en sécurité parce qu'il est conservé au bon endroit, souvenez-vous de cette histoire. Un pays peut posséder des milliards, les voir apparaître sur les écrans financiers et pourtant en perdre le contrôle lorsque le contexte politique bascule. Ces 300 milliards de dollars que personne ne peut réellement toucher ne sont pas seulement une richesse gelée. Ils prouvent que dans la finance moderne, le pouvoir n'appartient pas uniquement à ceux qui possèdent l'argent, mais aussi à ceux qui contrôlent l'accès à celui-ci. Si cette histoire vous a intéressé, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et à vous abonner.